Dans une démonstration dramatique de puissance par une chaude journée d'été, le ciel de l'Alaska est devenu le théâtre d'une rencontre à haut risque. Des chasseurs de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, américains et canadiens, ont intercepté des bombardiers chinois et russes, pouvant transporter des armes nucléaires près de la zone d'identification de la défense aérienne de l'Alaska. Ce vol conjoint sans précédent de Pékin et Moscou signale une alliance militaire qui se renforce, une volonté de tester la détermination des États-Unis, et une mesure concrète qui augmente les enjeux à une époque de croissante compétition entre grandes puissances. C'était une vision audacieuse et même choquante. Mais il est juste de dire que les États-Unis et leurs alliés à travers le monde n'ont pas vu une menace de cette ampleur dans le Pacifique Nord depuis la Seconde Guerre mondiale. Restons à l'écoute, pour comprendre l'impact de cet incident sur la sécurité mondiale et l'évolution de l'équilibre des pouvoirs. Le 24 juillet 2024, une formation combinée de 2 bombardiers stratégiques russes Tu-95 Bear et 2 bombardiers stratégiques chinois H-6 a été repérée décollant de la même base russe, une première historique, et volant dans l'espace aérien international au large de l'Alaska. Les violations des zones d'identification de la défense aérienne ne sont pas rares en raison des relations géopolitiques complexes et souvent tendues entre les pays, en particulier dans les régions où il y a des territoires contestés ou des intérêts stratégiques. Les pays testent souvent les défenses aériennes des autres, font de la surveillance ou montrent leurs forces militaires en pénétrant délibérément dans les zones d'identification de défense aérienne d'une autre nation. Parfois, des erreurs de navigation ou d'identification ont entraîné des incursions involontaires. La présence de revendications territoriales qui se chevauchent, comme en mer de Chine orientale, accentue la fréquence de ces violations, les pays affirmant leurs intérêts et surveillant les menaces potentielles. Malgré leur régularité, la plupart des violations de zones d'identification de défense aérienne, comme celle près de l'Alaska récemment, sont gérées diplomatiquement pour éviter l'escalade. Cela ne nous a pas surpris, a noté le secrétaire à la défense Lloyd Austin lors d'une conférence de presse tenue au Pentagone en réponse à la violation conjointe de zones d'identification de défense aérienne russe-chinoise près de l'Alaska. Austin a souligné que l'événement démontre, à certains égards, la préparation des États-Unis et des forces canadiennes à répondre aux menaces aériennes. L'incident a marqué la première approche conjointe des États-Unis par des avions russes et chinois. L'espace aérien a été étroitement surveillé de bout en bout, avec les chasseurs américains F-35 et F-16, et les chasseurs canadiens CF-18 qui ont intercepté les avions étrangers avant leur entrée dans l'espace aérien souverain. Bien que la menace ait été attendue par les experts militaires américains, et n'ait pas violé l'espace aérien souverain américain ou canadien, elle reste significative. Les équipages des bombardiers testant-ils la résolution occidentale, essayant-ils d'envoyer un message? Et si c'est le cas, quel aurait pu être ce message? Le cœur du problème ici repose sur la nature, en développement du partenariat militaire sino-russe en cours et sa capacité à influencer les affaires à travers le monde. Selon Jack Keane, un général américain à la retraite 4 étoiles, la réalité est que la Chine et la Russie ont établi un partenariat stratégique, affirme-t-il, qui a été rendu possible par la Corée du Nord et l'Iran. Kim a qualifié ces nations de nouvelles puissances de l'Axe, soulignant l'investissement continu de la Chine et de la Corée du Nord dans l'industrie de défense russe. Mais le fait que la Chine finance la capacité de l'Iran à fournir des missiles et des drones aux militants du Hezbollah et des Houthis, et la récente construction par l'Iran d'une usine en Russie pour fabriquer des drones utilisés en Ukraine. Un récent comité parlementaire bipartisan a conclu que cette menace était inédite pour les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Avec la guerre déjà en cours en Europe, menaçant de s'intensifier au Moyen-Orient, et une paix précaire dans l'Indo-Pacifique entre la Chine et Taïwan, Keane pense que le survol du bombardier était symbolique d'un alignement d'acteurs étrangers confiants et agressifs, dont le comportement pourrait bientôt entraîner les États-Unis dans une guerre à l'échelle mondiale. Afin de tester la validité de l'affirmation de Keane, prenons une minute pour passer en revue les relations militaires entre cette nouvelle axe de nations telle qu'elle se présente aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en analyse militaire pour reconnaître que la relation militaire sino-russe n'a pas exactement été un long fleuve tranquille ces derniers temps. Xi Jinping doit en grande partie remercier la bellicosité de Vladimir Poutine, car si Pékin considérait autrefois la Russie comme un partenaire militaire capable, l'invasion désastreuse de l'Ukraine par Poutine a rendu la Chine réticente à approuver ses actions ou à fournir une aide militaire substantielle. Méfiante à l'idée de s'impliquer dans le conflit d'une manière qui provoquerait des sanctions occidentales ou nuirait à ses intérêts économiques mondiaux, l'invasion russe de l'Ukraine a alarmé Pékin. La réaction mondiale, en particulier les sanctions économiques paralysantes, a montré à la Chine le coût potentiel d'une invasion. Et n'oublions pas la résistance acharnée de l'Ukraine, soutenue par des milliards d'aides militaires occidentales. Ce genre de défi inattendu fait réfléchir les hauts gradés militaires chinois sur le scénario d'invasion de Taïwan.
Mais ce n'est pas que le combat qui les fait réfléchir. L'Occident, en particulier l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, leur a montré à quelle vitesse ils peuvent s'unir contre un ennemi commun. Si la Chine agit sur Taïwan, elle pourrait affronter une coalition aussi forte dans l'Indo-Pacifique. Bien que Pékin lorgne toujours sur Taïwan, l'Ukraine leur a montré que les risques pourraient être bien plus importants que prévu. Ainsi, malgré le fait que la décision russe de poursuivre sa guerre coûteuse et destructrice en Ukraine ait fait réfléchir les diplomates chinois, l'incursion aérienne récente ne s'est pas produite dans un vide. Depuis 2022, la relation militaire sino-russe s'est fortement renforcée, avec plus d'exercices conjoints, de coopération stratégique et d'opposition à l'influence occidentale. En septembre 2022, la Chine a participé aux exercices militaires Vostok 2022 de la Russie, une affaire multinationale qui a souligné la croissance de la collaboration militaire entre Pékin et Moscou. Ces exercices étaient significatifs, impliquant des opérations navales et démontrant un intérêt commun à améliorer la préparation militaire et l'interopérabilité. En novembre 2022, des bombardiers chinois et russes ont effectué des patrouilles aériennes conjointes au-dessus de la mer du Japon et de la mer de Chine orientale, un signe certain de leur volonté de défier la présence des États-Unis et d'autres alliés dans la région Indo-Pacifique. En 2023, cette coopération s'est poursuivie avec des exercices navals conjoints en mer du Japon, soulignant leur alignement militaire. Le soutien financier chinois en Russie n'a pas non plus manqué. Le commerce entre les deux pays s'est accru. En 2022, le commerce bilatéral a atteint un record de plus de 190 milliards de dollars, la Chine devenant le plus grand partenaire commercial de la Russie. Cette hausse est due aux achats chinois d'exportation énergétique russes à prix réduit, notamment le pétrole, le charbon et le gaz naturel, délaissés par de nombreux pays occidentaux. En faisant cela, la Chine a fourni à la Russie des flux de revenus essentiels qui ont aidé à soutenir son économie au milieu de sa panoplie de sanctions en temps de guerre. Outre l'énergie, la Chine a aussi accru ses exportations vers la Russie, livrant des produits plus ardus à obtenir ailleurs à cause des sanctions. Cela inclut des produits en technologique, comme des microchips, de l'électronique et des machines. Bien que beaucoup de ces articles ne soient pas explicitement militaires par nature, ils sont cruciaux pour maintenir la base économique et technologique plus large de la Russie. La Chine et la Russie ont accru l'utilisation du yuan dans le commerce, diminuant leur dépendance au dollar américain et se prémunissant contre les sanctions financières occidentales. Cela a inclus des efforts pour améliorer l'utilisation du système UnionPay de la Chine en Russie, après que Visa et Mastercard ont suspendu leurs opérations là-bas. Cependant, le soutien de la Chine a des limites claires. Pékin a évité des actions qui déclencheraient des sanctions secondaires de l'Occident ou escaladeraient les tensions, comme fournir une assistance militaire directe ou approuver ouvertement les actions de la Russie en Ukraine. Cette approche prudente reflète le désir de la Chine de maintenir ses liens économiques avec la Russie et l'Occident, s'assurant qu'elles ne deviennent pas une cible des mêmes sanctions qui ont été imposées à Moscou. Ce comportement semble normal pour deux puissances régionales agressives. En eux-mêmes, le soutien économique tacite, les exercices conjoints sporadiques et une position anti-occidentale généralement partagée entre eux ne font pas un nouvel axe. Pourtant, certains pourraient être en désaccord. Selon le docteur Alan Mendoza, directeur exécutif de la Henry Jackson Society, un char transatlantique, la relation type axe entre la Chine et la Russie s'est cristallisée en février 2022 lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Quelques jours avant l'invasion, le président Vladimir Poutine a rendu visite à son homologue Xi Jinping à Pékin et a déclaré que le partenariat entre la Russie et la Chine était sans limite. De même, il y avait de nombreux signes avant l'invasion que les liens entre les quatre pays belligérants se renforcèrent. Dès 2019, l'Iran a commencé à organiser des exercices navals trilatéraux avec la Russie et la Chine dans la mer d'Arabie sur une base annuelle. 2 ans après, l'Iran a signé un accord de coopération de 25 ans avec la Chine. En somme, la Chine a promis d'investir 400 milliards de dollars pour booster l'économie iranienne, notamment dans les domaines de l'énergie, des transports et de l'industrie manufacturière. C'était un échange substantiel de pétrole iranien à bas prix envoyé de l'autre côté. À la même période, la Chine a accordé à l'Iran l'accès à son système de navigation satellitaire Baidu, offre supposée améliorer le partage de renseignements. Pékin a récemment renforcé ses liens militaires avec Pyongyang, bien que la plupart de l'approfondissement de leur coopération militaire ait été symbolique, démontrant leur solidarité. Un exemple notable est la reprise des échanges militaires au plus haut niveau, qui ont été relativement dormants jusqu'à ces dernières années. En juillet 2021, Xi Jinping et Kim Jong-un ont échangé des messages réaffirmant leur volonté de renforcer les liens entre la Chine et la Corée du Nord, alors que les deux pays faisaient la face à une pression accrue des États-Unis.
Cette communication a préparé le terrain pour des activités militaires plus coordonnées, comme des démonstrations conjointes de forces militaires. En juillet 2023, une délégation chinoise de haut rang dirigée par Li Hongzhong a assisté au défilé militaire de la Corée du Nord, célébrant le 70e anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée. La présence de responsables chinois à cet événement majeur a souligné le soutien de Pékin à Pyongyang et leur alignement militaire face à la communauté internationale. De plus, la Chine aurait fourni à la Corée du Nord une assistance militaire cruciale, bien que indirectement. Cela inclut une aide technologique ayant probablement aidé la Corée du Nord à développer des missiles avancés. Malgré les démentis de Pékin sur son implication directe dans les programmes d'armement nord-coréens, les liens militaires étroits entre les deux pays laissent penser à une coopération bénéfique pour la défense de Pyongyang. Les liens entre la Corée du Nord et la Russie se sont aussi consolidés. En juin, Vladimir Poutine s'est rendu personnellement à Pyongyang, une première en 20 ans. Lors d'appels en vidéoconférence, Kim Jong-un, dictateur nord-coréen, a annoncé vouloir renforcer les liens stratégiques avec la Russie et a signé un accord de défense mutuelle avec Poutine. Pour les pays voisins comme la Corée du Sud, le Japon et les membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en Europe de l'Est, cette alliance ne fait qu'aggraver leurs préoccupations de sécurité. L'assistance militaire renforcée entre les deux gouvernements autoritaires peut n'être qu'un bluff, une tentative vague de ressusciter un pacte de défense mutuelle entre l'Union soviétique et la Corée du Nord, signé en 1961. Cependant, cet accord entre deux dirigeants autocratiques imprévisibles de nations nucléaires a suscité des inquiétudes mondiales. Stefan Sestanovich, membre du Conseil des Relations étrangères, a rejeté la signature d'un pacte de partenariat stratégique global, comme n'étant guère plus qu'un grand merci de Poutine pour le soutien de Pyongyang à sa guerre en Ukraine. Les revers de l'opération militaire spéciale de Poutine ont, plus que tout, contraint la Russie à se tourner vers Kim Jong-un pour l'artillerie, les munitions et les armes. Pyongyang continue effectivement de livrer les biens. Au début de 2024, on estime que la Corée du Nord a expédié plus de 150 000 obus d'artillerie à la Russie. Et la vente a également fourni à la Russie environ 1000 systèmes de roquettes, à courte portée à lancement multiples, augmentant la capacité de la Russie pour le bombardement lourd. La Russie a envoyé du pétrole bon marché, des armes en surplus et une expertise militaire pour améliorer le programme d'armes de destruction massive de la Corée du Nord. Poutine a qualifié le récent pacte d'assistance mutuelle de document révolutionnaire, reflétant la volonté des deux pays d'élever leurs relations à un nouveau niveau qualitatif au lieu de se reposer sur leurs acquis. Autrefois contraint de voyager en Corée du Nord en raison de la relation de la Russie avec le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies et l'ordre international plus large, son nouveau statut de paria n'a fait qu'inciter l'autocrate russe à jeter son dévolu de manière plus irrévocable sur les voyous du monde. Selon Sestanovich, malgré les prétentions de Poutine sur la construction d'une majorité mondiale anti-américaine, le résultat au Japon, en Corée du Sud et dans presque tous les pays jugés plus importants que la Corée du Nord par la Russie doit être un choc. Il ajoute également qu'il y a probablement même un certain malaise au sein de l'élite russe, se demandant s'ils veulent vraiment être le meilleur ami de Kim Jong-un. Maintenant, ils n'ont peut-être pas d'autre choix. Le nouveau pacte d'assistance mutuelle russo-nord-coréen engage largement chaque pays à aider l'autre en cas d'attaque, à l'instar de la célèbre clause de l'article 5 de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Bien sûr, avec la récente incursion de l'Ukraine à Koursk, qui reste comme un furoncle gênant sur l'arrière de Poutine, il reste à voir si la Corée du Nord tiendra parole et escaladera volontairement le conflit en envoyant activement des troupes de combat en Russie, ni si la Russie le souhaite réellement. En passant, Pyongyang envoie en fait, depuis des années, des groupes de soldats mercenaires à l'étranger pour gagner de l'argent dur, une version militaire de son programme de travailleurs invités. Plus sur cela une autre fois. À court terme, le pacte mènera probablement à une coopération accrue dans la production d'armes, le partage d'informations et l'aide matérielle plutôt qu'à un soutien militaire explicite. Les experts sont moins certains de la signification du pacte de défense pour les alliances régionales à plus long terme. Selon Sestanovich, ce qui a été promis en secret ou le sera avec le temps. Kim a appris qu'il a Poutine là où il le veut. Ne soyez donc pas surpris si, avant la prochaine livraison d'obus d'artillerie, les officiels nord-coréens demandaient de l'aide pour X ou Y. Cette relation pourrait-elle mener la Russie en terrain inconnu face aux États-Unis? Qu'en est-il de la Chine, de l'Iran? Ce qui est clair, c'est qu'une alliance renforcée entre l'Iran, la Chine, la Russie et la Corée du Nord pourrait avoir des effets déstabilisateurs de grande portée, tout comme l'inflation et la hausse des prix de l'énergie causée par le conflit en Ukraine et les attaques des Houthis,
un bloc unifié de ces 4 puissances pourrait tirer parti de leur contrôle sur des ressources critiques telles que l'énergie et les matériaux rares, entraînant une flambée des prix de l'énergie et une inflation généralisée, exacerbant l'instabilité économique à l'échelle mondiale. Les capacités cybernétiques avancées de la Chine et le bilan des attaques de la Corée du Nord, alliées à la Russie et l'Iran, pourraient accroître significativement les menaces contre les infrastructures critiques. Cela pourrait inclure des attaques sur les réseaux électriques, les systèmes financiers et les bases de données gouvernementales. Le risque d'interférence électorale et d'espionnage cybernétique peut déstabiliser les démocraties, sapant la confiance dans les processus électoraux et la gouvernance. Il y a aussi la possibilité qu'un front uni de ces 4 puissances puisse entraver les efforts internationaux pour s'attaquer à des problèmes mondiaux, comme le changement climatique, empêchant des progrès significatifs sur les défis mondiaux collectifs et conduisant à une stagnation des efforts environnementaux et humanitaires. Il pourrait utiliser son pouvoir collectif pour perturber l'accès mondial et les chaînes d'approvisionnement, impactant des routes commerciales contribuant à la distribution des ressources. Cela pourrait exacerber les pénuries, augmenter les prix et entraver la reprise économique mondiale. Bref, beaucoup de choses peuvent être mal tournées, mais cela n'arrivera pas forcément. Bien que des individus comme le sénateur américain Dan Sullivan aient qualifié le récent survol dans la zone d'identification de défense aérienne de l'Alaska d'escalade, représentant une augmentation relativement substantielle de la coopération militaire entre la Russie et la Chine, d'autres croient que le nouvel axe du mal, comme on l'appelle, est loin d'être une menace unifiée. Cependant, 3 des 4 pays détiennent l'arme nucléaire, et l'Iran pourrait bientôt l'avoir, voire la posséder déjà. Oui, ces 4 pays sont aujourd'hui remplis d'argent, en contrôle autocratique total de leurs bases industrielles, et fournissent continuellement des missiles, des drones et des armes à distribuer à des milices par procuration, ou à utiliser contre leurs voisins. D'autres ont soutenu que ce nouvel axe de l'autocratie, cette alliance impie, ou tout autre surnom pour la relation naissante entre l'Iran, la Russie, la Chine et la Corée du Nord, est plus du bluff que de la malveillance. À ce jour, le seul exemple régulièrement cité de coordination militaire trilatérale en action, sans parler de la coopération quadrilatérale, est l'exercice naval annuel de 4 jours entre la Russie, l'Iran et la Chine dans la mer d'Arabie. Ces exercices ont été décrits comme largement symboliques, peu susceptibles d'augmenter l'interopérabilité trilatérale de manière significative. Les experts ne voient aucune indication que ces puissances aient pu simuler une opération coordonnée complexe, mais utilisent plutôt les manœuvres navales pour pratiquer des activités d'exercice maritime tactique assez standards, le tir en mer et le sauvetage armé de navires marchands détournés étant parmi les plus importants. En cas de conflit, la Russie et l'Iran ne pourraient pas maintenir longtemps une projection de puissance navale, où que ce soit. Bien que ces puissances aient collaboré militairement dans le passé, essayer de construire un axe quadrilatéral efficace serait extrêmement difficile en pratique. Chaque État apporte ses propres défis à une alliance concertée. En Iran, les dirigeants encouragent une coalition de coopération en matière de sécurité plus étendue que ce que la Russie et la Chine semblent accepter. Nouveau membre de l'Organisation de coopération de Shanghai, Téhéran s'est positionné comme un État qui, avec ses alliés, partage la responsabilité de concevoir un nouvel ordre mondial. Ni la Chine ni la Russie n'ont depuis abordé la proposition de Téhéran de former une ceinture de sécurité maritime de Shanghai, un moyen collectif de combattre ce que Pékin a qualifié de 3 mots, le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme. La Chine se méfie donc de la bravade iranienne et de sa volonté de comparer ses liens avec la Russie et la Chine à une nouvelle organisation du traité de l'Atlantique Nord. Xi Jinping a été notoirement méfiant à l'idée de lier le sort de son État au mât de 2 parias mondiaux, réticent, comme il l'est, à signaler une rupture totale avec les États-Unis. Elle a simplement trop à perdre. Selon la plupart des experts, la Russie n'a pas été réticente à participer à un axe trilatéral ou quadrilatéral, mais a gravement nui à ses perspectives de le faire efficacement en envahissant l'Ukraine en février 2022. Moscou est actuellement trop occupée pour être un partenaire fiable. Elle ne peut pas livrer à temps les avions de chasse promis à l'Iran, et a prouvé par le passé qu'elle n'était pas disposée à soutenir l'Iran sans réserve dans sa réponse aux attaques israéliennes sur des installations et du personnel en Syrie. Les limites du nouvel axe s'étendent au conflit en cours entre Israël et le Hamas. Malgré une rhétorique critique envers Israël et un soutien au Hamas partagé avec l'Iran, la Russie et la Chine n'ont pas soutenu militairement le Hamas, ce qui serait d'ailleurs imprudent de faire ouvertement. Alors, que signifie finalement la dernière série de pactes de défense mutuelle bilatéraux, d'exercices navals trilatéraux et d'exercices militaires conjoints pour la cohérence d'un nouvel axe en plein essor?
Bien que largement symboliques, ces développements ne sont pas insignifiants. L'alliance en évolution entre la Corée du Nord, la Russie, l'Iran et la Chine a le potentiel de déstabiliser sérieusement le globe dans les semaines, les mois et les années à venir. Leurs relations actuelles présentent des similitudes avec l'alignement des pouvoirs autocratiques au début de la Seconde Guerre mondiale, bien avant que leur ancienne alliance n'ouvre la porte à leur dévastation ultime. Bien que cet accès émergent à l'Est ne soit pas encore aussi cohérent que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, il indique un changement vers une nouvelle stratégie de partenariats multilatéraux, conçue pour contester l'influence des États-Unis et attirer des alliés mondiaux. Les récents exercices navals trilatéraux impliquant l'Azerbaïdjan, l'Inde, le Pakistan et l'Iran montrent leur stratégie de construction d'alternatives à l'ordre international actuel. Au lieu de se concentrer uniquement sur cette dynamique quadrilatérale, il est crucial de reconnaître cela comme faisant partie d'une tendance plus large vers la multipolarité et un défi à l'ordre international dirigé par les États-Unis. Le vrai test de la solidité de cette alliance sera si les propositions iraniennes de coopération militaire structurée intègrent formellement les discussions Moscou-Pékin. Si la Chine, le membre le plus hésitant, se montre ouverte à ces propositions, une alliance militaire formelle pourrait voir le jour. L'axe peut sembler déséquilibré pour le moment, mais son potentiel pour remodeler les alignements mondiaux demeure important. Et qu'en pensez-vous ? Ce nouvel axe du mal est-il une véritable menace pour la stabilité mondiale, ou est-ce plus du vent que de la substance ? Pensez-vous que ces nations peuvent réellement défier les États-Unis et ses alliés, ou sont-elles condamnées à échouer ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et comme toujours, merci de nous avoir regardés. Allez maintenant vérifier les principales cibles nucléaires de la Russie, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.